Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public. On est ensemble tous les jours à 18h et 22h pour donner du sens à l'actualité grâce à nos experts et aux journalistes de la rédaction de Public Sénat. Et voici le sommaire de ce 24 février. Il y a 3 ans, jour pour jour, la Russie envahissait l'Ukraine et le monde découvrait ce président qui refuse de céder. Cette journée, chers citoyens, est entrée dans l'histoire. Nous avons rompu les relations diplomatiques avec la Russie. L'Ukraine se défend et ne renoncera pas à sa liberté, quoi qu'en pense Moscou. Pour les Ukrainiens, l'indépendance et le droit de vivre sur leur terre selon leur volonté sont les valeurs les plus importantes. Après 3 années de guerre, Volodymyr Zelensky tente de sauver ce qui peut l'être alors que l'Amérique de Donald Trump le lâche et que l'Europe n'est pas assez unie et armée pour prendre le relais. On fera le bilan du conflit, on se projettera aussi vers d'éventuelles négociations de paix. Ce sera juste après ces titres. Et puis dans la seconde partie de notre émission, direction le salon de l'agriculture, moins électrique, moins violent que l'an dernier, mais toujours aussi politique. Plus de 80 visites de ministres et d'élus prévus, des élections professionnelles marquées par la percée de la coordination rurale réputée proche du Rassemblement national, une loi d'orientation censée apaiser les tensions. On débat de la politisation des agriculteurs français, ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, la visite d'Emmanuel Macron à Washington. Il fait face à Donald Trump le jour où l'Ukraine rêve pour 2025 d'une paix réelle et durable. Jonathan Dupriez. Emmanuel Macron veut croire qu'il peut peser sur le destin de l'Ukraine. Présent à Washington depuis hier, le chef de l'État doit aujourd'hui convaincre Donald Trump de ne pas abandonner Kiev ni l'Europe, 3 ans jour pour jour après le début de l'invasion russe. Dans le même temps, une vingtaine de leaders européens sont arrivés à Kiev pour un sommet. Tous ont rappelé qu'en dépit du rapprochement russo-américain, les objectifs de Poutine resteraient inchangés. Son objectif reste la capitulation de l'Ukraine et nous savons ce qui pourrait se produire ensuite, car cela s'est déjà produit auparavant. Ce n'est pas seulement le destin de l'Ukraine qui est en jeu, c'est aussi le destin de l'Europe. Les Européens redoutent que Trump, en forçant l'Ukraine à capituler, n'encourage la Russie à de nouveaux coups de force dans des pays voisins, y compris membres de l'UE. Pour Volodymyr Zelensky, en passe d'être lâché par les États-Unis, ce soutien européen demeure essentiel. Poutine ne nous offrira pas la paix, il ne l'échangera pas contre quoi que ce soit. Nous devons parvenir à la paix par la force, la sagesse et l'unité grâce à notre coopération avec vous. De son côté, la Russie reste inflexible. Comme préalable à toute fin des hostilités, elle réclame une reddition de l'armée ukrainienne et que Kiev lui cède des territoires actuellement occupés. Selon Moscou, Kiev devra aussi renoncer à rejoindre l'OTAN. Nous sommes prêts à négocier avec l'Ukraine, l'Europe et tous les représentants qui souhaiteraient aider à instaurer la paix de bonne foi. Mais nous ne mettrons fin aux hostilités que lorsque ces négociations auront abouti à un résultat ferme et durable qui convienne à la Russie. Les Russes voient d'un très bon œil ce réchauffement des relations avec Donald Trump, qui pourrait lui être très favorable. Sidérés, Européens et Ukrainiens tentent de leur côté de faire front commun pour ne pas que les négociations de paix se fassent sans eux. Après ces 3 années de guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky, l'Ukraine, peuvent-ils tenir? Je vous présente mes invités. Nadia Sollogoub, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sénatrice Union centriste de la Nièvre, présidente du groupe d'amitié France-Ukraine ici au Sénat. Jean de Glignasti, bonsoir et bienvenue. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France à Moscou et vous publiez La géopolitique de la Russie, c'est aux éditions Erol. Vera Grandseva, bonsoir et bienvenue. Vous êtes politologue, spécialiste de la Russie, enseignante à Sciences Po et vous publiez Les Russes veulent-ils la guerre, c'est aux éditions du CERF. Et Mathieu Croissando, éditorialiste politique. Bonsoir Mathieu. Bonsoir et bienvenue à vous. Nadia Sollogoub, vous venez de recevoir une délégation de députés ukrainiens. Est-ce que vous les avez sentis résignés face à la nouvelle donne géopolitique ? On les a surtout sentis effondrés. On était justement, puisque toute la semaine on les a accueillis, on avait organisé des réunions thématiques sur des sujets extrêmement importants comme les réseaux, la santé, la gestion des vétérans, leur accompagnement. Et les nouvelles tombaient et ils étaient de plus en plus
abattus, effondrés et de plus en plus dans l'attente de ce que nous, les Français, on pouvait leur apporter en termes de stabilité, peut-être de réconfort. Enfin, je ne sais pas si on a réussi à les rassurer, je ne le pense pas d'ailleurs, mais en tout cas, on a essayé, mais on avait l'impression que chaque jour, leur morale descendait d'une marche. Oui. Jean de Lignasty, c'est vrai que Donald Trump, enfin, on s'attendait à un Donald Trump qui allait peut-être tout chambouler. Il avait annoncé « je vais faire la paix en 24 heures, puis en 100 jours ». Mais de là à traiter Volodymyr Zelensky de dictateur, de reprendre à ce point, je ne sais pas, la rhétorique d'un Vladimir Poutine quand même. Est-ce que vous attendiez à ce qu'il aille aussi loin, le président américain ? Je crois que cette accusation a été quand même assez conjoncturelle. C'est après l'échec du secrétaire d'État au Trésor qui était à Kiev pour essayer de faire négocier un contrat absolument confiscatoire et que sur les terres, sur le sous-sol russe, sur les terres rares. Donc il prenait 50% de toutes les ressources minières, terres rares, etc. de l'Ukraine. Donc il a sous-estimé la capacité ukrainienne à défendre ses propres intérêts et donc il était furieux. Donc je crois que il faut expliquer ça par le contexte. Alors cela dit, la question de la légitimité est plus grave parce qu'on sait que l'Ukraine ne peut pas mener des élections dans les circonstances actuelles et là c'est peut-être un problème de fond et là il emboîte vraiment le pas à un discours relativement récent de la Russie. Ça fait 3-4 mois que les Russes mettent l'accent sur l'absence de légitimité de Zelensky. Ça, je crois que c'est plus fondamental que de traiter le terme de dictateur. Vera Grantseva, comment les Russes vivent-ils cette date-là, ces 3 ans de guerre ? Que disent les médias russes de ce 24 février ? Oui, c'est une bonne question parce qu'il y a un changement. En fait, les autres anniversaires, en 2023, en 2024, il y avait les grands événements organisés par le Kremlin. Il y avait les grands concerts qui réunissaient des milliers de gens. Bon, souvent, les gens étaient, vous savez, amenés par force aussi par ces concerts. C'est les pratiques qui sont implémentées par le Kremlin depuis quelque temps. Mais cette année-là, il n'y avait pas un grand événement qui a rassemblé tout le monde. Peut-être c'est aussi un peu, quand même, à laver un peu des négociations quand le Kremlin ne veut pas trop montrer son visage guerriers, quand ils veulent montrer plutôt qu'ils sont prêts à négociation, ils sont prêts à jouer ce tango un peu à 3 ou à 2. On verra comment ça va se dérouler. Voilà, donc il y a un changement. Par contre, par l'inertie, au niveau plus bas, au niveau des villes, au niveau des municipalités, les fonctionnaires organisent quand même les événements consacrés au début de l'opération militaire spéciale, comme elle est appelée en Russie. On continue d'employer ces termes-là. Oui, bien sûr, bien sûr. Même si Poutine lui-même, il a déjà appelé l'opération militaire spéciale la guerre, mais quand même, officiellement, c'est toujours l'opération militaire spéciale. Donc il y a un petit changement qui est aussi conjoncturel, comme chez Trump, parce qu'il y a cette attente de négociation à tous les niveaux, au niveau des élites et au niveau de la société. Oui. 3 ans de guerre, vous parliez de l'effondrement là, ressenti par vos interlocuteurs parlementaires ukrainiens. Si on parle de l'opinion publique, peut-être occidentale, de nos opinions publiques, il y a aussi de la lassitude, on doit le reconnaître, ça. Oui, alors cette lassitude est probablement un des grands atouts de Poutine parce que c'est épuisant de voir cette souffrance aussi. Les gens se sont détournés et puis en 3 ans, il y a toute une communication de désinformation qui s'est construite et qui passe en partie aussi par les pays africains. Et maintenant, on entend un contre-discours qui fait une petite musique de fond en disant, mais après tout, comme le disait M. de Lignasty, ce chef d'État est illégitime, et puis l'argent qu'on leur a donné sont des sommes très importantes, qu'en ont-ils fait, etc. C'est des choses qu'on n'aurait jamais imaginé entendre il y a 3 ans, et maintenant, il faut argumenter sur la défense de l'Ukraine, et parler de nos valeurs communes et voilà, de l'avenir de l'Europe, mais il faut argumenter. Ouais. Et alors face à cette pression, notamment de Donald Trump, pas seulement, Volodymyr Zelensky, il cherche des voies de négociation. C'est toujours intéressant de voir les pions qu'il peut avancer là, ces dernières 24 et 48 heures. Écoutez-le, il propose une première étape. Avant de commencer à parler de la fin de la guerre, il faudrait franchir une première étape, une étape concrète. Et ça pourrait être la libération des prisonniers. Ils sont des milliers, exactement. Des milliers de personnes sont détenues en Russie. Et certaines d'entre elles sont détenues non seulement depuis 2022, mais bien avant, depuis 2014. La Russie doit libérer les Ukrainiens. L'Ukraine est prête à échanger tout le monde contre tout le monde, et c'est une option juste.
Bon, là, il y a cette idée, un échange de prisonniers, mais ça ouvre un chapitre sur d'éventuelles négociations, Jean de Vignassi. Que peut mettre l'Ukraine dans des négociations, en fait? Quelle carte il a dans sa main? Il avait la carte des matières premières, c'est lui-même qui l'a proposé. Simplement, il ne s'attendait pas à une proposition aussi confiscatoire de la part de Trump. Sinon, son meilleur argument, pour ne pas dire le seul, c'est le courage et l'héroïne des soldats ukrainiens. C'est-à-dire que si la Russie continue à percer, Zelensky n'aura plus beaucoup de cartes dans sa manche. Donc s'il continue à résister, alors là, disons, sa main s'améliore dans les négociations. Parce que, si je peux ajouter, en fait, il y a un grand atout quand même, c'est la région de Kursk. C'est le bout de territoire qui possède l'Ukraine aujourd'hui, qui est quand même sur la table de négociation. Poutine ne peut pas, en fait, ne rien faire, et il ne peut pas accepter la situation, comme par exemple, il y a le gelé du front, et ce territoire-là reste sous le contrôle ukrainien. C'est impossible, non? Pour la Russie, qui a commencé la guerre au nom des territoires russes, qui a finalement perdu des territoires. Donc je trouve que ça peut jouer aussi un rôle. Est-ce que c'est pas pour ça d'ailleurs que, parce qu'on s'est demandé à cette époque-là pourquoi Zelensky a envoyé son armée dans le territoire russe, est-ce que c'est pas dans cette perspective? C'était bien dans cette optique-là. Alors les Russes ont reconquis pratiquement la moitié de ce qu'ils avaient perdu, et Poutine s'est un peu lié les mains en disant jamais nous négocierons sans avoir reconquis l'intégralité du territoire. Et donc je pense qu'il va probablement mettre la pression sur le saillant de Soudja, c'est-à-dire cette zone de course qui est actuellement aux mains des Ukrainiens. Et donc, il y a des combats en prévision, d'après moi. Et alors, ces combats, évidemment, ils continuent. Je vais poser une question qui peut sembler peut-être un peu provocante, Nadia Sologub, mais qui a gagné la guerre aujourd'hui? Est-ce que finalement, c'est la Russie? Est-ce que c'est l'Ukraine qui a su résister il y a 3 ans? Vous répondez quoi à cette question? C'est difficile parce que moi, je suis dans l'amitié avec l'Ukraine depuis 3 ans quotidien. Donc pour moi, ils ont gagné une victoire immense. J'en parlais avec mon ami qui est président du groupe d'amitié Ukraine-France à la Rada, qui me disait est-ce que tu... Donc la Rada, c'est le Parlement ukrainien. Le Parlement ukrainien. Et quelques jours après, quand les Russes étaient à Kiev, on avait fait une visio entre groupes d'amitié, et elle avait un casque sur la tête, un gilet pare-balles. Et elle m'a redit la semaine dernière, elle m'a dit, tu te souviens, vous nous donniez 3 jours. Et ils sont là 3 ans après, et on est dans la négociation 3 ans après. Donc ils ont déjà une immense victoire. Ils ont donné une leçon au monde entier. Alors je vous pose la même question à l'une et à l'autre, alors qu'on est en train de se dire que finalement avec l'arrivée de Trump, tout s'est inversé. Qu'est-ce que vous répondez à la question qui a gagné la guerre? Ce point de vue. Je pense que l'Ukraine a gagné son indépendance, son autonomie, son rapprochement de l'Occident, son régime démocratique, et ça, elle l'a gagné sans l'Occident d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas d'aide à l'époque, ou en dehors du flux normal, mais peu de choses. Donc ils l'ont gagné en mars 22. Semaine. Ah oui, en mars 22, d'accord. Et je pense que par rapport à cet énorme acquis, alors là, peut-être petite critique pour Zelensky, il ne met pas assez en valeur. Il ne met pas assez en valeur parce qu'il aura besoin de faire des concessions territoriales, il l'a reconnu lui-même d'ailleurs. Et donc, il est possible qu'une partie de l'opinion ukrainienne n'accepte pas ces concessions territoriales, et donc n'accepte pas les négociations, et qui est effectivement un problème. Or, l'acquis essentiel, c'est que l'Ukraine est là, elle va rester ancrée à l'Occident, elle va rester démocratique. Et ça, je crois, même s'il y a 100 km en plus, en moins à Zaporizhzhia, c'est secondaire par rapport à cet acquis fondamental. Alors, l'Ukraine a gagné, sauf la Crimée, enfin au détriment de la Crimée, est-ce qu'on peut dire ça, Vera Grantseva? Oui, effectivement, il y a des pertes aussi au niveau des territoires pour l'instant. On ne sait pas comment ça va se dérouler aussi dans les années qui viennent. Mais effectivement, je suis d'accord avec mes collègues que l'Ukraine a gagné pour ce moment-là, parce qu'elle est devenue une nation. Elle est devenue une nation assez soudée, qui a pu résister malgré ce déséquilibre énorme quand même. C'était pas sûr il y a 3 ans. L'Ukraine n'était pas une nation. Non, effectivement, c'était un pays en construction, comme d'ailleurs pas mal des pays post-soviétiques, parce que bon, il y a beaucoup de divisions. Il y a beaucoup de critiques, de corruption, il y avait beaucoup de divisions même régionales, il y avait des régions qui étaient très différentes des autres. Donc aujourd'hui, c'est un pays beaucoup plus uni, qui effectivement a formulé un peu ses valeurs, qui sait où il veut aller en majorité, et qui est prête à se combattre, qui a montré en fait, par son courage, par malheureusement aussi le sang qui a été versé, qu'elle était prête à aller jusqu'au bout pour défendre sa souveraineté, pour défendre sa nation.
On dit que l'Ukraine a gagné, mais est-ce que la Russie a perdu? Jean de Liency, peut-être. La Russie a perdu l'Ukraine, tout simplement. Elle a perdu l'Ukraine. C'est pas parce qu'elle va récupérer le Donbass et la Crimée, dont le statut a toujours été un peu spécial d'ailleurs. Il y a eu des votes pour l'autonomie, enfin ça a été mouvementé. La Crimée ne se sentait pas complètement ukrainienne non plus, il faut le dire. Mais donc tout ça, c'est peu de choses par rapport au fait qu'il y a maintenant une grande Ukraine. Alors, il faudrait... Et une Ukraine qui penche vers l'Europe. Et non, l'Union européenne. Qui penche vers l'Europe. Alors, il y a quand même une condition à tout ça, c'est que, moi je suis partisan d'un accord, il faut que ça s'arrête. Parce que les bombardements sur Odessa sont extrêmement inquiétants. Si la Russie, alors ça sera un gros morceau, mais si la guerre continue, plus l'Ukraine, du fait de la marche de l'énorme machine de guerre russe, perd du terrain. Et il y a un moment, si ça tombe sur Odessa, l'Ukraine risque de ne plus être un pays viable dans la mesure où elle perd son débouché sur la mer. Alors il y a deux grands rendez-vous aujourd'hui. L'un s'est tenu à Kiev, Volodymyr Zelensky qui réunissait une vingtaine de dirigeants étrangers, principalement européens. Il y avait aussi Justin Trudeau pour le Canada. Et puis pendant ce temps, Mathieu, Emmanuel Macron a répondu à l'invitation de Donald Trump. Donc il est à Washington, il est à la Maison-Blanche. Au nom de qui va-t-il parler? De la France, de l'Europe Alors de la France d'abord, évidemment. Le chef de l'État, il peut se targuer d'avoir noué une relation personnelle avec le président américain au cours de leur premier mandat respectif à tous les deux. Et il espère influer sur la décision de Donald Trump, ou tout le moins, en tout cas, faire valoir ses arguments. C'est d'ailleurs assez étonnant parce que dans un live sur les réseaux la semaine dernière, il a d'ailleurs annoncé la couleur en donnant aux internautes la primeur de ses propos. C'est suffisamment rare pour être relevé. Je me sors diplomatie. C'est un peu incongru. Voilà. Mais bon, c'est peut-être sans doute le signe que son espoir de convaincre est mince. Car dans une négociation, on n'abat pas ses cartes avant que la discussion ait commencé. À la différence de la plupart de ses voisins européens, Emmanuel Macron, je le disais, il connaît son homologue américain. Il l'a reçu en décembre dernier à Paris pour la réouverture de Notre-Dame. Mais il sait aussi que Donald Trump est capable de souffler le chaud et le froid. Et ça, il l'a su dès le début de son premier mandat. Vous vous souvenez, le 1er juin 2017, alors que les deux hommes avaient échangé, on le voit là, des poignées de main viriles. Ça, c'était à Notre-Dame. Mais Emmanuel Macron avait fait de Donald Trump l'invité d'honneur pour le 14 juillet, bien sûr. Vous vous souvenez, le 1er juin, ça n'avait pas empêché Donald Trump de déchirer sans prévenir l'accord de Paris sur le climat. En fait, vu de Washington, aujourd'hui, la France reste un petit pays et Emmanuel Macron, en particulier, un président affaibli, et ça, ils le savent très bien, notamment par sa situation intérieure. Oui, depuis la dissolution, le président français qui va aussi faire valoir le point de vue des Européens. Oui, et pour le coup, il a une certaine légitimité à le faire, Emmanuel Macron. C'est un des dirigeants les plus seniors dans une Union européenne qui a vu valdinguer nombre de ses gouvernants depuis 7 ans. Et puis Emmanuel Macron, il plaide depuis sa première élection, ça il faut le reconnaître, pour une Europe plus autonome, plus souveraine, notamment en matière de sécurité. Il était même allé, on s'en souvient, à dire en 2019, vous vous souvenez à propos de l'OTAN, que l'OTAN était en état de mort cérébrale, ce qui avait été vécu comme une provocation à l'époque par Donald Trump. Alors depuis 15 jours, le chef de l'État, il s'est démené pour réunir ses homologues européens. On l'a vu à l'Élysée, vous vous souvenez, lundi dernier, puis en visioconférence, pour tenter d'aboutir à une position commune. Il s'est aussi rapproché du Premier ministre britannique, Keir Starmer, même si les deux hommes ne vont pas ensemble à Washington, mais le Britannique succédera aux Français. Et alors que l'Allemagne connaît une période de transition politique, le président français tente d'endosser le leadership européen, avec un gros bémol quand même, c'est que les Européens ont beau avoir discuté ensemble, enfin tous ceux qui étaient autour de la table, ils ne sont pas parvenus à se mettre complètement d'accord sur une ligne de fermeté, à la fois j'allais dire économique vis-à-vis de Washington, comme sur un aspect beaucoup plus sécuritaire, c'est l'envoi de troupes qui a été discuté pour des troupes de maintien de la paix en cas de solution sur le sol ukrainien. En fait, Emmanuel Macron est un président qui parle d'une voix forte, mais la seule question c'est de savoir si cette voix porte. Oui, effectivement, en cette fin d'après-midi, les discussions sont en cours entre le président français et le président américain. Nadia Sollogoub, est-ce qu'il est, Emmanuel Macron, en position d'incarner l'Europe face à Donald Trump ? Alors écoutez, moi je suis incapable de le dire, mais je l'espère. Oui. Parce que hier nous étions place de la Bastille avec des milliers de voix ukrainiennes
qui criait merci, merci, et c'était extrêmement poignant. Et vraiment, j'espère qu'Emmanuel Macron est capable de le faire. Après, il faudrait peut-être qu'on écoute plus les Ukrainiens si vous voulez être plus efficace. Dans ce qu'ils demandent ? Oui, dans ce qu'ils demandent. Même au niveau militaire ? Oui, parce qu'on n'arrête pas de leur envoyer de façon désorganisée. On continue à fonctionner en silo, tous les pays européens, et de leur envoyer des choses qui sont peut-être désorganisées, pas assez structurées. On ne fonctionne pas comme une réelle unité. C'est ce que nous ont répété beaucoup les députés de la Rada en disant nous, on est dans une économie de guerre en termes d'armement. Par exemple, sur la question des drones, les pays européens envoient chacun de leur côté des drones qui sont parfois extrêmement perfectionnés, sophistiqués, etc. Et mon homologue me disait, mais en fait, c'est des matériels extrêmement chers qu'on ose à peine utiliser. Et alors que nous, fabriquez-nous ce dont nous, on a vraiment besoin, parce que vous avez la capacité de produire à grande échelle du matériel dont nous, on a vraiment besoin. Et nous, on sait ce qu'il nous faut et qui coûte parfois beaucoup moins cher et qui est beaucoup plus efficace parce qu'on est structuré en économie de guerre. Et on arrive... Enfin, je pense que cette unité, cette cohésion et le dialogue n'est pas encore assez efficace. Ouais. Jean de Glignati, vous en avez organisé comme ambassadeur des tête-à-tête entre chefs d'État. Alors, il y a ceux dans lesquels il y a eu beaucoup de négociations avant, et puis peut-être c'est pas forcément toujours le cas. Qu'est-ce qu'on peut attendre là des discussions qui se déroulent en ce moment entre Donald Trump et Emmanuel Macron? Je vous vois un peu dubitatif, peut-être pas grand-chose, peut-être qu'il faut pas en attendre trop. D'apaiser la relation avec les États-Unis, parce que de même que Trump avait réagi à l'affaire des minéraux rares contre l'Ukraine, il a réagi contre l'Europe après l'échec, entre guillemets, en tout cas la faiblesse des résultats de la réunion de Paris du 17 janvier, le lundi dernier. Et là, il a dit les Européens sont des incompétents et des fauteurs de guerre. Ils ne méritent pas de s'asseoir à la table des négociations parce que, en fait, ils recherchent la guerre et ils continuent la guerre. Alors ça, évidemment, c'est pas très bon. Donc, si on veut participer à la négociation, il a dans sa poche 2 ou 3 arguments valables. Le premier, c'est que la France, comme l'Angleterre, peut-être la Suède, est prête à participer aux garanties de sécurité à l'Ukraine. La deuxième, c'est que, alors qu'il disait qu'il ne fallait pas parler avec Poutine, ce coup-ci, il a dit finalement Trump a raison de parler avec Poutine. Donc cette amélioration de la relation sera importante pour un éventuel siège dans la négociation ou au moins strapontin. Ouais. Justement, à propos de strapontin, Vera Grandseva, votre avis là-dessus? Est-ce que l'Europe, elle peut encore, c'est pas totalement perdu. Il y a encore la possibilité d'obtenir une place à la table des négociations ou pas? Le temps va nous montrer, mais effectivement, ça fait 3 ans que l'Europe n'arrive pas à constituer une alliance efficace qui agit ensemble pour aider l'Ukraine à tous les niveaux. Et c'est bien sûr un peu c'est décevant et c'est tragique même pour l'Ukraine parce qu'elle doit se battre toujours sans savoir qu'est-ce qu'elle va recevoir et de qui. Chaque fois, ce sont des négociations compliquées. Chaque fois, elle ne recevait pas en fait ce qui était promis à 100%. Donc, c'est pourquoi aussi Donald Trump, à mon avis, traite l'Europe et partiellement, il a raison parce qu'il y avait des problèmes pendant ces 3 ans. Maintenant aussi, l'Europe se réveille et peut-être aussi à cause de Trump et grâce à Trump et elle essaie de vite fait s'organiser pour constituer quand même une alliance qui peut agir ensemble, qui peut être plus efficace, qui peut apporter effectivement une solution pour par exemple les soldats sur le terrain ukrainien comme la garantie de paix. Peut-être il y a les dernières voitures, le dernier train qui part, peut-être il peut sauter dedans. Voilà, mais il faut agir vite parce que le temps passe vite et Trump est quand même convaincu dans la possibilité d'une paix rapide. Donc il faut vraiment accélérer pour ne pas perdre cette place dans ces négociations. Mais cette paix, si je reprends les propos de M. l'ambassadeur tout à l'heure, finalement une paix rapide, peut-être qu'elle peut convenir aussi à l'Ukraine, parce que s'il y a le risque grandissant de perte de territoire militaire, faute d'armement suffisant, peut-être que l'Ukraine a aussi intérêt à aller vite. Ça peut, mais ça va dépendre de la société ukrainienne. Effectivement, c'est dur d'être sous les bombes et c'est dur de se combattre pendant 3 ans. Il faut pas non plus surestimer la capacité russe militaire. Bon, il y avait les questions, qu'est-ce que la Russie a perdu? La Russie a perdu le statut de la 2e armée au monde quand même. Et ça va avoir ses implications sur beaucoup des aspects, à mon avis, surtout non seulement sur le statut, mais aussi sur les ventes des armements. Parce qu'en fait, on a vu que c'était pas si impressionnant, l'armée de Poutine. Et aujourd'hui, l'armée de Poutine aussi galère quand même sur le front. Même s'il avance petit à petit, centimètre par centimètre, mais à quel prix?
Le prix est énorme au niveau des pertes des soldats russes. Et la guerre longue aussi est compliquée pour Poutine. Donc pour deux côtés, rationnellement, ça peut être intéressant de s'arrêter maintenant. Et après, bon, c'est la question aussi d'après. Par exemple, les sanctions. Est-ce que l'Europe et les États-Unis vont maintenir les sanctions? C'est assez quand même dur pour Poutine de continuer d'être sous les sanctions. Oui. Donc c'est aussi la question d'après ici est importante. Oui. Et on parlera un peu plus tard de l'état de l'économie russe et peut-être aussi de l'opinion publique, même si on sait bien que la propagande fait son effet depuis 20 ans, depuis que Poutine est au pouvoir. Mais je voudrais qu'on se concentre sur ce sommet qui s'est tenu à Kiev aujourd'hui, avec notamment cette prise de parole de la présidente de la Commission européenne. Elle rappelle que c'est aussi l'avenir de notre continent qui se joue. Ursula von der Leyen. Je peux annoncer qu'un nouveau versement de 3,5 milliards d'euros pour l'Ukraine arrivera dès le mois de mars. Deuxièmement, comme le président Costa vient de l'annoncer, un Conseil européen extraordinaire sera organisé et je présenterai à ce Conseil un plan global d'investissement dans la défense afin d'augmenter notre production européenne d'armement. Conseil européen extraordinaire prévu le 6 mars. Nadia Sollogoub, l'Union européenne peut-elle faire en 3 semaines ce qu'elle n'a pas fait en 3 ans ? Je rejoins exactement ce que disait Vera et j'approuvais ses propos. Écoutez, on l'espère tous, mais qu'est-ce qui n'a pas été fait en 3 ans finalement ? Moi, je repense à des anecdotes qui m'ont été racontées par les Ukrainiens sur le front, qui ont reçu quand même au début de la guerre des vieux fusils de la guerre de 14. Donc voilà, il y a un manque de coordination, il y a un manque d'efficacité, il faut quand même le reconnaître. On peut être vraiment meilleur, mais là il faut vraiment écouter les Ukrainiens, il faut vraiment se parler, il faut arrêter de fonctionner en silo, il faut envoyer du matériel efficace, utile, compatible, et il faut passer nous aussi, il faut changer de braquet. Voilà, il faut. Oui, mais alors on a quand même aussi envoyé des avions, des canons César, je cherchais le mot canon. Alors, enfin bon, on n'a pas juste envoyé des vieux fusils. J'ai été à la Rada d'Ukraine quand les canons César ont été ovationnés par le Parlement. Oui, ça a été vraiment un virage technologique énorme. Mais depuis, les Russes ont fait beaucoup de progrès aussi. Donc à l'époque, il y avait un avantage pour les Ukrainiens et que les Russes ont rattrapé. Mais quand je vous parlais de matériel qui pourrait être plus efficace et moins cher, un exemple tout bête que nous donnaient les Ukrainiens, c'est que parfois, il peut être intéressant d'avoir un drone qui pénètre dans un appartement pour exploser dans l'appartement. Donc on est en train de mettre ça au point, ça coûte 20 000 euros, c'est des drones ultra perfectionnés. Les Ukrainiens nous disent, mais il faut 2 drones à 500 euros. Il y en a un premier qui casse la vitre et puis le deuxième, il rentre et il explose. Il faut qu'on fonctionne complètement autrement, je pense. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi, Vera Grantseva, si on essaye de reprendre un peu la logique européenne depuis 3 ans, une crainte de s'attaquer frontalement tout simplement à la Russie, et à ce que représente la Russie. Vous disiez, 2e armée du monde, puissance nucléaire, etc. Je ne vais pas faire toute la liste, Tout à fait, effectivement, mais pas que les Européens, les Américains aussi, quand même, ils étaient retenus par l'idée que déjà la Russie c'est une puissance nucléaire et Poutine n'a pas tardé de menacer avec les armes nucléaires. Vous vous rappelez, 3 jours après l'invasion, c'était le 27 février qu'il a menacé la première fois par les armes nucléaires. Donc bien sûr, il y avait cette peur parce que Poutine, il a changé beaucoup. Je trouve beaucoup des hommes politiques en Occident n'ont pas vu Poutine se changer et se radicaliser finalement. Et avec l'invasion, on a vu qu'il était capable non seulement à menacer par les paroles à l'Europe et aux pays voisins, mais il était capable à commencer une guerre en grande échelle. Donc bien sûr qu'il y avait cette peur d'affrontement militaire. En plus, au début, rappelez-vous quand même, on ne savait pas que l'armée russe était tellement inefficace. Quand même, on croyait que c'était 2e armée au monde. Il y avait cette peur. Maintenant, 3 ans plus tard, on voit tous les défauts et tous les travers de l'armée russe, mais quand même, il y a toujours la question nucléaire. Et surtout, à mon avis, de côté de l'Occident, il y avait l'idée qu'il fallait aider l'Ukraine de tenir, mais il ne fallait pas aussi vaincre la Russie. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la peur que déjà, qu'est-ce que peut faire Poutine s'il est coincé ? Est-ce qu'il peut effectivement, par panique, recourir à l'arme nucléaire ? Et est-ce que, ou deuxième option, la Russie peut s'effondrer ? Et qu'est-ce que ça va porter ? Quel chaos va devenir en Eurasie ? Donc, à mon avis, il y avait aussi cette ambiguïté de la part de l'Europe qui a mené à ces résultats qu'on a aujourd'hui. Mais pour le coup, la position française sur ce point a évolué, parce qu'on se souvient qu'Emmanuel Macron disait au début il ne faut pas humilier la Russie, et puis ensuite c'est le seul quand même en Europe à avoir renoué avec ce qu'on a appelé
de forme d'ambiguïté stratégique. À parler de nucléaire, à parler de troupes au sol. Le problème, c'est qu'il n'a pas été suivi d'une certaine façon. Et ça a pris du temps quand même. Et ça a donné quand même, à mon avis, du temps à Poutine pour avancer le plus vite possible en Ukraine. D'ailleurs, tous les gains territoriaux, la majorité ont été faits en 2022-2023, pas en 2024. Donc ça a donné un peu la chance à Poutine de prendre au maximum de territoires. Pouvait-on faire autrement, Jean de Gliassi? Je ne crois pas. Je pense que nos économies de défense étaient endormies. Je pense qu'on a fait un très gros effort. On a fait peut-être même le maximum de ce que pouvaient faire des pays fatigués avec des armées squelettiques, en fait, sauf la France. Mais nous n'avions pas de réserve, on n'avait pas d'obus. Il a fallu rapatrier des fabrications en France. Donc je pense l'un dans l'autre qu'on a quand même fait le maximum. Maintenant, l'Ukraine l'a bien compris. Donc elle comptait surtout sur les États-Unis. Et Zelensky a dit clairement, sans les États-Unis, ça va être difficile. L'Europe ne va pas remplacer les États-Unis. Il l'a dit pratiquement. Alors maintenant, effectivement, je pense qu'il faut s'armer parce qu'il y a des risques d'extension, etc. Mais ça va prendre du temps. Donc je pense que l'Europe, l'Ukraine maintenant, je crois que le temps de la négociation est venu et qu'il faut veiller à ce qu'en face, Poutine soit de bonne foi et qu'on arrive à un accord. Je pense que... Je vais vous poser une question peut-être un peu provocatrice, mais parce que c'est peut-être pas l'adjectif qui vient spontanément quand on pense au président américain, mais est-ce que finalement, il n'y a pas une forme de lucidité de la part de Donald Trump? Mais moi, je pense. La question est paradoxale, et du coup la réponse est encore plus franche. Je pense que oui. Je pense que Trump pense géopolitique, il se fout complètement de l'Ukraine. Je crois que c'est le cadet de ses soucis. C'est pas comme les Européens. On est le même continent, la même civilisation d'une certaine façon. D'ailleurs, pas très différente de la civilisation russe, mais ça c'est un point de vue plus personnel. Mais ce qui est sûr, c'est que Trump a une vision géopolitique, il a besoin à la fois de faire du business, et on le voit avec l'Ukraine douloureusement, mais il va en le faire avec la Russie. Il faut voir que aux entretiens de Riyad, il y avait Dmitriev, le patron du grand fonds de développement russe, RFID, et qu'ils ont parlé de prendre des intérêts dans l'Arctique, de développer la coopération en matière énergétique, la coopération spatiale, et tout ça, c'est du business. Et donc les Russes l'ont bien compris, ils sont prêts à offrir des choses. Et surtout, Trump veut échapper à la malédiction du triangle de Kissinger, c'est-à-dire il y a trois grandes puissances, à la fois militaro-économiques, un peu moins pour la Russie, mais donc la Russie, la Chine et les États-Unis. Et Kissinger disait, quand on a un jeu à trois, il faut être l'un des deux. L'un des deux, c'est-à-dire il faut être plus proche de chacun des deux que les deux autres ne sont proches entre eux. Et donc il veut établir un dialogue à son avantage. Je pense qu'il y a une pensée géopolitique là-dedans et que, évidemment, c'est à nous à défendre nos intérêts, mais qu'il y a une logique dans l'attitude. Se rapprocher de la Russie pour être plus fort face à la Chine. Exactement. C'est ce que je comprends, très bien. On va continuer de parler de la stratégie européenne vis-à-vis de l'Ukraine. Écoutons ce que le Premier ministre espagnol a dit ce jour, à l'occasion de ce sommet à Kiev. Un autre objectif, voir l'Ukraine rejoindre l'Union européenne. Nous devons nous assurer que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne dès que possible. Quoi qu'il arrive, dans les mois à venir, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne est la victoire la plus importante pour le peuple ukrainien. L'espoir de l'Ukraine est en Europe, mais l'espoir de l'Europe est aussi en Ukraine. Nadia Solgoub, c'est une promesse qui a été faite. Alors il faut rappeler que c'est une procédure très longue. Est-ce qu'on peut l'accélérer? Est-ce que le symbole est tel qu'il faut aller beaucoup plus vite, au-delà de la promesse? Il faut surtout travailler énormément parce que, vous voyez, je vais faire le lien avec le deuxième sujet de la journée. Oui. Moi, j'étais aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Oui. Il faut absolument travailler sur les sujets agricoles parce que, de faire du business, c'est pas un gros mot, c'est quand même ce qui mène le monde. Et on ne pourra pas avancer sur la question de l'intégration européenne tant qu'on n'aura pas avancé sur les dossiers agricoles. C'est absolument essentiel et je trouve qu'on n'en parle pas assez.
Oui. Vera Grantseva, il y a l'entrée dans l'Union européenne, il y a aussi l'intégration à l'OTAN. Pour répondre à l'accusation au mot dictateur prononcé par Donald Trump concernant Volodymyr Zelensky, il a dit « mais je suis prêt à quitter le pouvoir si l'Ukraine intègre l'OTAN ». Est-ce que ce n'est pas deux perspectives qui deviennent de plus en plus illusoires quand même ? L'Union européenne, plutôt quand même non. D'accord. Parce que quand même, il y a déjà beaucoup des pas qui ont fait dans cette direction. Effectivement, il faut une procédure un peu peut-être spéciale parce que l'Ukraine va être un pays qui va être en reconstruction après la guerre. Donc ça ne va pas être facile de peut-être coller à tous les critères de l'adhésion à l'Union européenne. L'OTAN, quand même, c'est un autre sujet qui est beaucoup plus compliqué. Ici, il y a aussi le mot quand même des États-Unis. Tant qu'il y a Trump au pouvoir, bon, il est très imprévisible. Aujourd'hui, on écoute Trump qui répète les mots de Poutine, mais on oublie qu'il y a une semaine, Trump a traité un peu Poutine quand même un peu de haut. Vous vous rappelez quand il a écrit sur Truth Social que Poutine doit aussi trouver une solution, que he will do it a hard way or a soft way. Donc c'était assez poussé aussi de la part de Trump. Donc il change aussi son opinion, il dit tout et son contraire. On ne sait pas. Pour l'instant, il dit non à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Comment ça va évoluer le lendemain, on ne sait pas. Mais effectivement, c'est un grand point d'irritation entre les États-Unis et la Russie. La Russie, c'est de présenter l'adhésion à l'OTAN comme une grande menace pour la Russie, ce qui est quand même contradictoire parce qu'en 2014, quand la Russie a commencé la guerre contre l'Ukraine, c'était en 2014. L'Ukraine n'était pas du tout dans le sens pour aller vers l'OTAN. C'était qu'en 2019 qu'ils ont inclus dans la Constitution quand même l'effort pour l'adhésion à l'OTAN. Donc voilà, ça va dépendre pour moi beaucoup des États-Unis et de comment Trump va finalement changer sa position dans les semaines qui viennent. Oui, on a en cette fin d'après-midi les premiers retours des discussions entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Chacun campe, en tout cas pour l'instant, sur sa ligne. Emmanuel Macron qui a écrit sur le réseau social X « Depuis 3 ans, l'Ukraine se bat avec un courage qui force le respect. Notre soutien reste inébranlable. Je suis à Washington pour le rappeler et avancer avec le président Trump ». Et le président américain, lui, il était sur son propre réseau, Truth Social, qui, alors, aucune marque de sympathie particulière pour l'Ukraine, ni de condamnation de la Russie dans les termes employés par Trump, qui continue et qui dit « Je mène de solides discussions avec le président russe pour mettre fin à la guerre et conclure des accords économiques ». On y revient, accords économiques majeurs entre les États-Unis et la Russie. Pour l'instant, il semblerait que chacun soit dans son couloir. Il nous reste quelques minutes, je voudrais qu'on parle d'éventuelles négociations et peut-être du rôle des pays qui pourraient organiser ou en tout cas être important au cœur de ces négociations. Où et comment pourrait-elle se dérouler? Écoutez cette proposition du ministre turc des Affaires étrangères qui recevait son homologue russe, Sergueï Lavrov. Nous accordons une grande importance à la nouvelle initiative américaine en tant qu'approche axée sur les résultats. Nous pensons qu'une solution peut être trouvée par le biais de négociations impliquant les deux parties. Dans ce cadre, nous sommes prêts à apporter tout type de soutien à l'établissement de la paix par la négociation. Nous sommes également disposés à accueillir les pourparlers comme auparavant. La Turquie, Jean de Guignassi, est-elle la mieux placée pour organiser des pourparlers de paix? Elle est assez bien placée, oui, puisque elle a mené une politique relativement indépendante. Elle a livré à un certain moment, même semble-t-il, des armes à l'Ukraine. Et en même temps, elle a gardé un dialogue avec la Russie. Elle a un levier sur la Russie dans le Caucase et en Asie centrale. Non, Erdogan joue finement. Il rappelle que l'Ukraine doit être intégrée aux négociations. Il l'a redit, il l'a dit plusieurs fois. Mais ça, je crois qu'elle devra l'être, c'est évident. Je veux dire, on ne va pas faire la paix à la place des autres. Oui, je suis d'accord avec vous, mais quand on a écouté Donald Trump, oui, mais quand on l'écoutait dans les premiers jours, il y a une dizaine de jours, quand on était dans la perspective de cette première rencontre entre Russes et Américains à Riyad, en Arabie Saoudite, c'était Russie, États-Unis et personne d'autre. Mais le critère général, c'est l'acceptabilité par les trois puissances, c'est-à-dire États-Unis, Russie et Ukraine, qui aura son mot à dire. Sauf, alors là, ça serait quand même un peu scandaleux, mais je ne pense pas qu'on puisse se passer de l'accord de l'Ukraine. Et le critère pour les Russes, c'est les pays qui n'appliquent pas les sanctions. Or, la Turquie n'applique pas les sanctions.
Et donc, en fait, l'Europe, aux yeux des Russes, est disqualifiée parce que elle donne... Et d'ailleurs, il faut faire attention pour les Européens parce que vous avez une concomitance du discours de Poutine et du discours de Trump en disant l'Europe est fauteur de guerre. Ils veulent continuer la guerre. Et ce thème porte beaucoup dans le Sud global, beaucoup, parce que le Sud global, il a envie de se débarrasser de cette guerre à beaucoup d'égards. Donc l'Europe, aux yeux des Russes, non, parce que c'est un allié trop proche de l'Ukraine. Oui, effectivement, un potentiel sommet Trump-Poutine en Arabie Saoudite, la Turquie qui se propose pour organiser et accueillir une négociation. Est-ce que l'Europe paraît encore hors jeu aujourd'hui, malgré tous les efforts qu'on peut voir? Je voudrais surtout continuer dans le même sens. Ça se rejoint, de toute façon. Oui, moi je pense que la Turquie est parfaitement légitime aussi pour une autre raison, c'est parce qu'on parle beaucoup de négociations territoriales dans l'hypothèse d'une paix, mais il y a aussi tout l'accès aux couloirs d'exportation. Oui. Et à Istanbul, il y a le siège d'une association, l'association des pays riverains de la mer Noire, où siègent ensemble toujours la Russie et l'Ukraine. Et voilà, donc... Paradoxalement. Oui. Donc, je pense que la Turquie est parfaitement légitime parce qu'il y a tous ces enjeux autour de la mer Noire qui sont absolument stratégiques. Et pour nous aussi, je reviens sur les questions agricoles, parce que les couloirs d'exportation sont tout à fait stratégiques. Et voilà, moi, je pense que la Turquie est tout à fait bien placée pour proposer d'être le bon interlocuteur. Quelle revanche pour Erdogan. Oui, effectivement, qui était quand même une sorte lui aussi de banni au sein de la communauté diplomatique ou géopolitique. On a finalement peu parlé de l'état de la Russie après 3 ans de guerre, et notamment de son économie. À la fois, ma question est double, ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a l'opinion russe, est-ce qu'elle aussi elle est lassée de la guerre? Et puis, comment va l'économie russe après 3 ans de sanctions? Oui, tout d'abord, l'opinion russe, effectivement, il y a une lassitude. Et même, elle est montrée par les sondages menés par les instituts d'opinion publique d'État. Effectivement, il y a beaucoup de gens maintenant qui disent qu'ils sont fatigués de la guerre, qu'ils veulent les pourparlers. Et même le nombre de ceux qui veulent les pourparlers à tout prix, même sans regarder comment va être décidée la question territoriale, a aussi augmenté. Donc les gens maintenant ne voient plus beaucoup d'intérêt de continuer parce qu'ils voient aussi par quel prix la Russie continue cette guerre. À propos de l'économie, bon, bien sûr que beaucoup de facteurs, notamment la pression des sanctions, ça s'accumule. Ce qu'en fait on disait quand les sanctions ont été adoptées, que son effet va être cumulatif et que ça va pas apparaître tout de suite, mais petit à petit, il va peser sur l'économie russe. Même Poutine lui-même, il a parlé peut-être il y a un mois, il y a 2 mois déjà, en décembre 2024, au peuple russe. Il a mentionné quand même des problèmes graves de l'économie russe, notamment l'inflation, qui est assez quand même galopante. C'est très loin des problèmes avec l'inflation comme en Europe. C'est parfois 50%, 70%. Il y a aussi le problème du déficit de budget, parce que la Russie maintenant reçoit beaucoup moins d'argent de ses revenus pétroliers qu'elle est habituée de recevoir. Il y a aussi par exemple, un des facteurs, c'est un des indicateurs des problèmes économiques, c'est les crédits à 30%, d'intérêt annuel 30%. Si on veut faire un emprunt pour acheter une maison ou un appartement, c'est 30%. C'est 30% aujourd'hui. C'est plus possible en Russie bon, les gens prennent les crédits parce qu'ils n'ont plus de choix, mais bien sûr que ça tout de suite l'impact sur le marché immobilier, le marché de construction, parce que les constructeurs peuvent plus en fait aussi emprunter auprès d'États et auprès des banques, parce que les banques sont presque tous aujourd'hui étatiques en Russie. Donc voilà, il y a l'effet cumulatif. Et rationnellement, pour Poutine, aussi, ça serait logique de négocier. Oui. Mais aussi Poutine, comme je disais, s'est beaucoup radicalisé, et je ne suis pas sûre qu'il aille écouter aussi les arguments rationnels et économiques de son entourage. Et alors justement, je vais vous donner le mot de la fin, puisqu'on parlait de temporalité. Peut-être que l'Ukraine et Donald Trump ont intérêt à ce que ça aille vite, et Poutine, ces négociations, est-ce qu'il a vraiment intérêt à ce que ça aille vite? Alors, à court terme, je pense qu'il va essayer de gagner des points sur le terrain. Donc, il veut prendre Pokrovsk, il veut... Donc, à très court terme, je ne pense pas. Et d'ailleurs, il y a un article du Wall Street Journal disant qu'effectivement, Poutine cherche à gagner du temps. Mais il cherche à gagner un peu de temps. Il espère encore soit un effondrement de l'armée ukrainienne, mais là, je crois que ça va être difficile, soit prendre quelques villes. Mais sur le fond, tous les arguments que Vera a développés sont très justes.
la population, il y a quand même 52% des Russes qui veulent des négociations. Alors là-dedans, il y en a qui disent oui, mais aux conditions russes. Enfin bon, ça c'est une question d'habillage, mais on sent bien que ça y est, ils commencent à en avoir assez. Il y a les sanctions sur le pétrole qui commencent à peser. Il y a aussi la récolte de céréales, qui est pratiquement moitié moins grande que... Et les céréales, c'est plus de revenus que le gaz pour la Russie. Donc il y a beaucoup de facteurs qui font qui poussent vers la négociation. Mais il lui faut un accord durable, ça c'est clair. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler les titres de vos livres, Jean de Guignesty, Géopolitique de la Russie aux éditions Erol, et Vera Grantseva, Les Russes veulent-ils la guerre aux éditions du CERF. Merci encore et à bientôt sur Public Sénat.